Bonjour, je suis Eric Brionne, bienvenue dans l'Observatoire du Monde qui arrive numéro 2, une coproduction pédagogique entre la Paris School of Luxury et Dark Planning. Nous partirons à la recherche des signaux faibles du monde post-Covid-19, un monde qui s'annonce de courage, avec une capacité de transformation profonde et réversible des individus. Notre première partie sera consacrée à l'impact de la crise Covid-19 sur le luxe. Partons à la rencontre des couvertures des magazines de mode féminins. Et là, nous voyons une bulle coupée du monde. Bulle de nature, bulle de people, bulle de rebellitude, bulle de mode sans âge ou de beauté sans frontières. Les masculins sont aussi dans leur bulle de DJ star, de mannequin star, de Daniel Craig. Bref, nous voyons là aussi que nous sommes coupés du monde. Un seul mot d'ordre, la grande évasion. Escapisme, toute. On voit ici rêver à de nouveaux horizons, un nouvel esprit camping, à une quête de l'amour à travers le monde. Néanmoins, il y a des exceptions, et elles sont latines. On voit le fabuleux numéro de Elle, merci pour tout le personnel hospitalier. On voit Grazia qui nous apprend à se confiner, mais en restant ensemble, et Vogue Portugal qui invente un nouvel amour en mode Covid, et GQ qui propose un fuck-off à Covid. Le luxe n'est pas coupé du monde, il n'est pas dans sa bulle, il affiche une résilience qui commence par les collaborateurs et les partenaires. Solidarité économique en garantissant les salaires chez Chanel et Hermès. Solidarité salariale avec des coupes pour les CEO qui sont prévues, que ce soit aux États-Unis à travers les grands acteurs comme Macy's ou Michael Kors, ou en France avec Kering. Et solidarité avec ses revendeurs, avec Patek Philippe qui accepte pour la première fois que ses revendeurs puissent vendre des Patek Philippe dans leurs e-shops. Solidarité avec ses super hôtes, Airbnb lève 1 milliard pour préparer l'après-coronavirus et n'oublie pas ses super hôtes. La résilience luxe, c'est aussi la stimulation du public. Réveiller le cerveau créatif des personnes en confinement, c'est la mission de Balmain avec Balmain Ensemble, qui ouvre ses archives, qui ouvre l'atelier, qui ouvre ses sketchs. Bref, Olivier Roustin anime notre cerveau créatif. Challenge poétique aussi, avec Simon Porte de Jacques Mus, qui propose toutes les semaines un challenge axé sur la poésie, un thème à illustrer. Et puis de façon plus classique, on voit aussi des concerts at home, au cœur des stories Instagram pour Chanel avec Angèle, ou Bottega Veneta qui invente sa residency, un aéropage d'artistes faits pour vous réveiller. Ces contenus ne sont pas futiles, ils sont utiles. Global Web Index montre à quel point le public est en attente de ces contenus qui boostent la mental health. Avoir des idées pour s'occuper, trouver des histoires qui ne parlent pas de coronavirus. Leur stimulation avec l'e-gaming Star, clairement les jeux vidéo ont pris une nouvelle place dans nos vies. Et on voit All, le club de fidélité Accor, sponsor principal du PSG, inventer la Gaming Cup, compétition sur FIFA où les meilleurs pourront affronter les stars du Paris Saint-Germain. On voit Trivial Poursuite en mode Ferragamo. Et aussi, la stimulation, c'est se faire du bien à travers des podcasts qui parlent de sexe. Et Alessandro Michele, qui va être le special guest du fameux podcast The Sex Ed, où Michele nous révèle la sexualité à travers les époques est une muse pour ses créativités. Mais le luxe est barricadé. Tout n'est pas rose, loin s'en faut. Nous sommes dans la pire année de l'histoire moderne du luxe. 600 milliards de pertes, nous annonce le BCG. Le luxe aurait perdu un quart de sa valeur financière, nous dit McKinsey. Miss Brown, sur Yahoo Finance, nous explique que l'achat d'objets de luxe ne supporte pas le report. On ne reporte pas un achat de luxe, on le fait immédiatement ou jamais. Mais cette période troublée est déjà une opportunité pour prendre du recul. Wisdom is the New Black, c'est un petit peu la thématique de la lettre ouverte de Giorgio Armani, écrite pour le WWD. L'idée est claire, il est temps de ralentir, de ne plus imiter les rythmes fous de la fast fashion, de se connecter aux saisons en magasin, vêtements d'été l'été, vêtements d'hiver l'hiver, retrouver la valeur des choses et surtout être unis. Quelle est la boule de cristal pour le futur du luxe ? Il y a différents scénarios. Bain & Co voit en effet une perte entre 15 et 30% pour le luxe en 2020. Un rebond à deux vitesses. Un rebond en V en Chine et en Asie. Par contre, un rebond beaucoup plus lent en U. Et clairement, les stigmates se feront sentir encore en 2021. La boule de cristal du luxe de McKinsey est plus optimiste. On retrouve des chiffres d'affaires de 35 à 39%, mais beaucoup plus optimiste pour l'avenir
nous voyons une croissance prévue pour 2021 de 1 à 4%. Donc un retour aux ventes records de 2019 avec cette lueur d'espoir qui est dans le psyché du consommateur luxe traditionnel qui sera prêt plus rapidement à accepter le prix du luxe, le prix d'un objet de luxe sans tomber dans le piège de la super promotion. La politique, c'est l'art de décider, nous disait Nietzsche. Un oui, un non, une ligne droite pour le luxe. Voici la ligne droite en 7 points. Le premier point, le luxe sera de plus en plus dépendant du consommateur chinois, moteur du rebond, face à un consommateur occidental qui lui est à l'arrêt. Deuxième point, il faudra être très performant sur le territoire chinois, du fait du krach touristique prolongé. En effet, il faudra du temps avant de voir les touristes chinois revenir dans nos boutiques. Le troisième point, bien sûr, c'est la digitalisation phase 2. Nous avons écrit le luxe digital. Il est temps d'écrire un luxe digital 2, car le salut viendra d'une dynamique post-digitale, où les ventes online seront boostées. On voit même en Chine un triplement de ces ventes en 2020 à hauteur de 30%. Économie de l'efficience, de l'efficacité, rationalisation des coûts, concentration des moyens sur la fidélisation client. On ne rigole plus. Point 5, ne pas subir la tentation de l'hyper-promotion. Contrôler son réseau de distribution digitale. Clairement, aujourd'hui, la tentation de la promo va être énorme pour liquider les stocks. L'impact sur la valeur perçue peut être catastrophique. Et quand vous maîtrisez votre réseau digital, quand vous avez votre propre e-shop, vous êtes moins dépendant des autres, vous fixez les prix. Point 6, les géants vont racheter les faibles. On peut s'attendre à un moment de concentration fort, où de plus en plus de petites maisons, de jeunes maisons, touchées par la crise, devront intégrer les grands groupes. 7, c'est la dominante du luxe 2020-2021. Calme, humilité, éthique et temps long. Cette magnifique phrase, l'éthique devient aussi important que l'esthétique, signée par Ben & Company. Il existe des politiques différentes, moins axées sur la rigueur, plus sur la différence. Une exception culturelle pour le luxe, nous annonce Patricio Micheli dans le WWD. Il nous demande de se concentrer moins sur la communication produit, mais plus sur la communication service. De communiquer différemment, car le monde a changé. Il faut être obsédé par le sens créé. Repenser le pouvoir du digital, repenser les audiences, les toucher à travers de nouvelles plateformes. Oublier l'obsession des contenus courts. Jouer, goûter des contenus longs. S'inspirer des meilleurs comme Netflix ou Twitch par exemple, et construire ces contenus non pas sur de la promo produit, mais vraiment sur du culturel. En synthèse, revenir à l'origine du luxe, à cet acte de générosité et de beauté. Voilà les ingrédients stratégiques pour combattre la crise. Partie, le marketing impacté par coronavirus. Il y a des menacés. Et elles peuvent être surprenantes. Les premières, ce sont les licornes et les DNVB, les Digital Native Vertical Brand. Les menacés, c'est une surprise, ce sont les licornes, voire même les Digital Native Vertical Brand. Dette, immaturité, prédateurs, la Startup Nation et les licornes sont en état d'alerte pour l'Express et The Economist. Sébastien Tordu va plus loin dans le journal du luxe, en jouant les augures, annonçant la fin potentielle des DNVB. DNVB qui était devenu la pensée unique du bon marketing depuis 2 ans. Résilient, mais ce sont les grands groupes. Tout d'abord, Goldman Sachs qui croit en la résilience, en la force, au rebond dans le luxe et en particulier au succès futur d'LVMH, Hermès et Kering. Et justement, ces patrons parient déjà sur le rebond en achetant les stocks de leur compagnie comme Bernard Arnault ou Sébastien Bazin. Les résilients, il y en a. La maison, légère croissance en effet, nous sommes concentrés sur nos intérieurs, puisque nous sommes en confinement, et du coup, la décoration prend un nouveau sens, une nouvelle importance. Quelques business e-commerce axés sur la Gen Z, comme ces marques comme UCT Air, qui continuent à faire des drops 100% digitaux et qui fonctionnent. Résilient, les plateformes de resell de sneakers, de seconde main, avec le géant StockX, le véritable Dow Jones des sneakers, qui annonce déjà que le top 500 des stickers les plus désirables n'accuse qu'une perte de 4%, donc bien plus solide que le Dow Jones réel, lui. Et les activités sont certes au ralenti, mais elles continuent, des ateliers continuent, un engagement auprès des employés de StockX, puisque chaque employé acceptant de travailler malgré ces conditions s'est vu une augmentation de 25% sur le mois d'avril, ainsi qu'un bonus de $200 dédié aux provisions. Les résilients, c'est la Prime Time TV, et au-delà, c'est les médias classiques, qui reboostent une valeur confiance, une reboost de consommation. Alors ce qui est terrible, c'est qu'ils ont un maximum d'audience, mais par contre les annonceurs, eux, manquent.
ils ne sont pas là, ou très peu là. Ou même la Gen Z redécouvre la télévision. C'est une victoire aussi de la télévision doudou à travers des jeux, à travers des rediffusions de grands films comme La Grande Vadrouille. On retrouve une télévision d'antan. Les résiliences, c'est aussi bien sûr le streaming, mais là, la consommation du streaming vient justement en complémentarité des grands médias. On redécouvre le Not Prime Time Streaming, et ce Not Prime Time Streaming, c'est le 10h, 16h. Et quand on rentre, on s'intéresse au contenu, on voit que le roi, c'est la comédie. À 70%, voilà le contenu plébiscité par les Américains, suivi par l'aventure, l'action et le drame. C'est le triomphe d'une comédie. On veut résister par le sourire. On va respirer un peu. On a vu que la comédie était clé pour notre résilience. Et on voit des formes de comédie apparaître qui jouent du confinement. C'est le compte Instagram Creustel. On va jouer avec Jurassic Park. Il n'y a plus de Parisiens? Oui. Ils restent enfermés chez eux? Qu'est-ce que vous dites? Les Parisiens sont confinés? Ça va aller. Pierre, ce n'est pas un rêve. Mes chers amis, bienvenue au parc des Buttes-Chaumont. Depuis le début du confinement, les humains ont déserté les rues de la capitale. Le monde animal a repris ses droits. C'est le cycle de la vie. C'est donc à ça que ressemble une vache. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu la taille des canards? Ce sont des pigeons. Résilience Storytelling avec le Do-It-Yourself Mania aux États-Unis. On voit une explosion de la télévision Do-It-Yourself, la télévision confinée dans les night shows avec une créativité qui est boostée par le manque de moyens. Jimmy Fallon en est le roi ici et il a réinventé totalement son émission, son plateau télé, ses jeux, sa façon de faire de la musique en mode collectif et confiné. Et du coup, Hollywood s'interroge par rapport à cette mode et nous annonce clairement qu'il y aura un nouveau normal en termes de storytelling, de nouvelles histoires, de nouvelles façons de raconter des histoires avec clairement, comme nous rentrons dans une période de dépression, des économies. Résilience marketing par Kantar, une ligne droite est donnée. D'abord, une révélation. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent pas que les marques arrêtent la publicité. Elles veulent simplement que les marques s'adaptent à ce nouveau monde. À la différence d'un Coca-Cola qui a arrêté tout investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser aux collaborateurs. Ça veut dire avoir un esprit de solidarité. Ça veut dire continuer la publicité, bien qu'une publicité qui a du sens, qui ne cherche pas à récupérer et qui ne joue pas sur l'humour, à la différence des programmes télé. Et puis, une spécificité française, c'est le retour du souverainisme industriel. La crise des masques et des tests a vraiment imprégné les esprits français et un retour à une industrialisation française qui a été désertée depuis des années puisque on sait que l'industrie représente à peine 10% du PIB, commence à faire son chemin. Donné par Lubomira Rocher, avec cette phrase forte, si on enlève la culture d'entreprise, il ne reste plus rien. La culture comme ligne droite contre la crise, avec déjà c'est le point de vue sur le digital, l'acculturation versus la transformation. Il faut acculturer les publics au digital, pas les transformer. Ces fondamentaux qui me parlent sur la culture l'oréalienne, saisir ce qui commence, c'est la culture du signaux faible, faire et défaire pour mieux faire, ne pas résister au changement. Et le changement, c'est d'avoir de nouveaux métiers. Ce nouveau métier, c'est celui d'être éditeur. Le spot de 30 secondes est en voie de disparition malgré le retour de la Prime Time TV. Et puis cette obsession sur chaque message envoyé, la raison d'être, la raison d'être. Donc voilà une ligne droite donnée contre cette crise, cette résilience par la culture d'entreprise. Et la résilience, elle se met en marche aux États-Unis, au cœur des agences américaines, et on voit Adweek qui a fait un numéro spécial We are in this together, donc vraiment tous ensemble. Il y a cette idée d'unité, est-ce qu'elle va durer après la crise? Mais en tout cas, l'union est plus que jamais la force en période de crise, ce retour du collectif, comprendre que le monde se transforme à la vitesse de la lumière, et avoir ce sens pour comprendre, pour capter ces signaux faibles. L'imagination au pouvoir, dans le management, réinventer la façon dont les collaborateurs travaillent, le basculement en une semaine au télétravail nous force à repenser le management, à repenser les réunions. Ce télétravail demande une connexion plus forte avec chacun des membres d'une équipe. Et enfin, une conclusion.
porté par toutes les agences, l'accélération digitale est en marche et rien ne l'arrêtera. Nous l'avons vu, le consommateur veut que les marques continuent à communiquer. Nous avons sélectionné pour vous 2 spots remarquables qui comprennent parfaitement le monde qui arrive. Le premier spot, Nike, qui va jouer avec l'idée de confinement et de sport. On voit cette campagne magnifique, Play for the World, You Can't Stop Us, ou comment la marque Nike joue avec émotion sur ce confinement où finalement nous sommes tous égaux par rapport à ce sport confiné et Nike nous accompagne. Campagne Courage is Beautiful Dove, en hommage au personnel médical. Deux très belles campagnes, 2 campagnes qui viennent de Love Brand et qui jouent pleinement leur rôle avec beaucoup d'humilité pour être présents dans les cœurs de ces consommateurs. Vous savez, c'est un rendez-vous de l'Observatoire du monde qui arrive, analyser les tribus émergentes de cette nouvelle normalité. La première, vous vous rappelez, les néo-sprezzatura, des gens qui s'épanouissent dans cette époque, c'est les néo-sprezzatura, loin face à ces 42% de travailleurs américains qui s'inquiètent pour l'avenir à court terme de leur emploi, fait ces architectes, ces designers qui intègrent finalement avec tout leur confort un new normal. On voit Newsweek qui annonce, on voit il s'agit de la liberté, Work from Home Nation, et toute une nouvelle catégorie qui s'épanouissent pleinement avec style, c'est les néo-sprezzatura, et toujours on est sur une obsession du style, malgré qu'on soit confiné. Le bon, le confortable et le homeware, c'est vraiment ce triptyque ici. Vraiment une catégorie qui explose à travers cet homeware, voire ce dreamwear en effet, puisque le pyjama se réinvente. Et on voit même BTS qui, là encore pour le Night Show, propose pratiquement en pyjama. Donc BTS, fameux groupe de K-pop, le groupe de K-pop numéro 1, quasiment en simili-pyjama. Donc ce sont les néo-sprezzatura. Ils développent ce nouvel hédoïsme qui se construit sur ce confinement qui est bien vécu comme aussi un manifeste de style. La deuxième, c'est la tribu dominante. Nous le sommes peut-être tous. C'est les survivalistes consumers. Une analyse de la crise. Cette crise n'a rien à voir avec la crise financière de 2008. Elle est bien plus profonde psychologiquement. Plus le confinement dure, plus les stigmates seront durs pour le survivalist consumer. Mais au-delà, cette crise nous interroge par rapport à notre rapport à la ville et cette idée d'autosuffisance. Le survivalist consumer est obsédé par cette idée d'autosuffisance et même pour Patricio Miceli, le luxe absolu, c'est d'être autosuffisant. Le survivalist consumer, il est global. Il est en Asie, il est en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ces stigmates sont pluriels. D'abord, le premier point, c'est que ce survivalist consumer, il est global. Il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe, aux États-Unis. Il se caractérise par plusieurs stigmates. Première idée, le rationnement. Le risque de comportement de rationnement à la fois chez les ménages et dans les entreprises est une sorte de crise auto-infligée, de dit de Panafieux dans les Échos. Et puis, il se nourrit d'un sentiment de peur qui a une vraie force de persistance. On prévoit 2 ans de convalescence. Et cette peur se nourrit par une idée simple, la perte de contrôle. Cette perte de contrôle crée une grande anxiété chez le survivalist consumer. Cette tribu a de nombreuses particularités. Une d'entre elles est de ne pas connaître la lutte des classes. Elle recrute partout, riches comme pauvres, une même dominante, reporter les achats lourds,
dans un futur lointain. Elle a l'incertitude au cœur. Edgar Morin le dit, nous devons vivre avec l'incertitude. Maffezoli va plus loin en disant que cette crise du coronavirus amène un retour du tragique. La pandémie du coronavirus ébranle l'idéologie progressiste des sociétés modernes et sa prétention à tout résoudre. Cette tribu vit avec l'incertitude et sa consommation en est radicalement impactée. Ce sentiment d'incertitude se retrouve déjà au cœur de nouvelles tendances. La première tendance, vous l'avez vu, c'est les masques tuto sur YouTube. Les rois de la récup pour faire des masques. Ambient Wellness, qu'est-ce que c'est? C'est l'obsession de retailers de proposer l'air le plus pur dans leur magasin à travers un travail spécifique de l'air conditionné. Stella McCartney a fait dès 2018, pareil pour Escape Beijing. L'e-commerce, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle forme d'e-commerce qui prend en considération que la livraison est totalement vitale pour nous, surtout en période de pandémie. L'e-commerce, c'est le remplacement des livreurs par des robots pilotés par l'IA pour nous livrer en toute sécurité. Puis la tribu des Powerful Non-Buyers. Là, nous sommes vraiment au cœur d'une tribu qui est axée sur la déconsommation. C'est la papesse de la tendance Lee Delcourt, du cabinet Delcourt, qui nous l'annonce. La consommation est en quarantaine. Et finalement, nous allons redécouvrir notre façon de consommer. Nous allons réapprendre à être heureux avec peu et en se coupant de la surconsommation. Le virus est en mode révélation. Finalement, le virus est comme une lumière qui nous enseigne nos erreurs. Lee nous annonce une année zéro, une année page blanche, il va falloir tout réapprendre. Et du coup, il n'y a plus de pros, nous sommes tous amateurs, un moment planétaire d'humilité. Quarantaine de consommation en action. On voit McKinsey, nous aurons une sorte de frugalité générale après le coronavirus, donc ça va durer. Cette anti-consommation, elle se nourrit aussi du concept One Health, adopter une pensée écosystémique. Ça nous ramène à la pensée écosystémique. En gros, c'est un principe disant que pour garantir une bonne santé aux hommes, il faut aussi garantir une bonne santé aux animaux ainsi qu'aux environnements naturels, nous dit Pascal Pic. Et bien sûr, cette association entre anticonsumérisme et ce principe d'écocide où l'humanité est en train de détruire son environnement. On voit ce Powerful Non-Buyer qui a décidé de moins consommer, voire de déconsommer. Il est différent, plus extrême que le survivaliste, mais son poids est grandissant. Une cinquième tribu qui apparaît. Alors là, c'est une tribu qui est complètement débonnaire, insouciante, The End of the Fucking World, référence à une fameuse série sur Netflix. On les a vus dans la rue à Paris il y a un week-end à travers le relâchement coupable du confinement. On l'a vu aussi sur Twitter en deuxième place des classements des hashtags les plus utilisés, avec le hashtag Zara, à travers cette histoire d'un sac Zara rose qui est devenu une obsession, un sac à 17,95 €. Donc on voit cette montée de cette tribu qui est à l'antithèse des stress et des questionnements des autres, qui a envie de vivre à n'importe quel prix. C'est la fin de l'Observatoire numéro 2. Je vous donne rendez-vous le 30 avril pour le prochain numéro. Rêvez à de nouveaux horizons et restez forts. Merci.